société démocratique, quelle que soit l'origine sociale des individus, les postes devraient être également accessibles à tous en fonction du mérite de chacun. C'est ce qu'on appelle la méritocratie et c'est ce que prône l'école républicaine. Pourtant, quand on observe la société française, une certaine reproduction sociale existe, ce qu'on appelle tel père, tel fils. En fait, comment mesure-t-on cette reproduction sociale ou cette mobilité sociale? Eh bien, c'est à travers l'emploi. En effet, l'emploi étant une dimension structurante du statut social, on peut caractériser le statut d'une personne par sa profession actuelle, c'est ce qu'on appelle sa position sociale. Et on la compare à celle de son parent, de ses parents, de son père en général, c'est ce qu'on appelle son origine sociale. Lorsque la position sociale du père et du fils sont les mêmes, on l'a vu, c'est la reproduction sociale, et autrement, il y a mobilité sociale. En fait, cette mobilité, qui nous intéresse, c'est la mobilité intergénérationnelle, parce qu'il existe aussi une mobilité intragénérationnelle. C'est un changement de PCS au cours de la vie de l'individu. Donc il va avoir par exemple une mobilité professionnelle, une promotion professionnelle, ou au contraire, il va avoir un déclassement professionnel. Celle-ci ne nous intéresse pas pour l'instant, celle qui nous intéresse, c'est la mobilité intergénérationnelle, c'est-à-dire le père et le fils. Alors voyons quel genre de mobilité on peut avoir. On peut avoir une mobilité ascendante, c'est-à-dire que le fils aura une position sociale supérieure à celle de son père. Ou bien on a une mobilité descendante, c'est ce qu'on appelle aussi une démotion ou un déclassement. Là, en fait, eh bien, le fils aura une position sociale inférieure à celle de son père. Il existe aussi une mobilité horizontale. Cette mobilité horizontale, c'est lorsqu'il y a changement de PCS. Par exemple, le fils d'un agriculteur devient ouvrier, donc ce n'est pas la même PCS, mais on ne peut pas dire qu'il y ait ni mobilité ascendante ni mobilité descendante, donc on parle d'une mobilité horizontale, c'est-à-dire au niveau social, on est à peu près au même niveau hiérarchique. Il existe aussi une mobilité structurelle. Qu'est-ce que c'est que cette mobilité structurelle ? Eh bien, c'est une mobilité qui résulte de la transformation de l'économie et donc de la transformation de la population active. Par exemple, on voit bien qu'ici, le nombre d'agriculteurs diminue, le nombre d'ouvriers diminue, tout simplement parce que, grâce à la productivité, on a besoin de moins de main-d'œuvre au niveau des ouvriers et au niveau des agriculteurs. Comme l'économie a moins besoin d'agriculteurs et moins besoin d'ouvriers, bon, un certain nombre des fils d'agriculteurs ne seront pas agriculteurs et des fils d'ouvriers ne seront pas ouvriers. Donc, ils vont aller dans une autre catégorie socio-professionnelle. De la même manière, on voit qu'il y a deux catégories qui augmentent, celle des cadres et des professions intermédiaires. L'économie a besoin de plus de cadres, de plus de professions intermédiaires, d'un petit peu plus d'employés. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, des fils d'autres catégories socio-professionnelles vont venir dans ces catégories-là simplement parce que l'économie appelle de nouveaux candidats à ces catégories. Donc on voit que c'est une mobilité qui est une mobilité contrainte par l'économie. Et en 2003, 40% de la mobilité est une mobilité qui est due au changement structurel de l'économie. Donc c'est beaucoup, c'est-à-dire c'est presque la moitié de la mobilité sociale. Donc, qu'est-ce que c'est que la mobilité nette ? Eh bien, la mobilité nette, c'est la mobilité brute, c'est-à-dire celle qu'on observe à travers les tables de mobilité, et on en soustrait la mobilité structurelle, puisque elle est contrainte, elle n'est pas en fonction des individus, et donc, cette mobilité structurelle, on le sait, elle résulte de la transformation de l'économie. Quand on a pris la mobilité brute, qu'on soustrait la mobilité structurelle, on obtient la mobilité nette, c'est-à-dire la mobilité qui est le fait réel des individus et qui ne relève que des individus. Qu'est-ce que la fluidité sociale ?
C'est quelque chose d'un peu complexe, mais que je vais essayer d'expliquer. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une société fluide? Eh bien, c'est une société où la position sociale des individus n'est pas déterminée par leur origine sociale. Autrement dit, il s'agit d'une société ouverte où les chances de devenir cadre sont les mêmes, quelle que soit la catégorie sociale du père, par exemple. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la société française. Si je prends la société française, je m'aperçois que si l'on essaye de voir quelles sont les chances pour un fils de cadre, ou quels sont les risques pour un fils de cadre de devenir ouvrier, on s'aperçoit qu'elles sont très faibles. Beaucoup plus faibles que la logique et la rationalité économique le voudraient. Comment est-ce qu'on calcule cette probabilité? Eh bien, cette probabilité, c'est ce qu'on appelle les odds ratios. Qu'est-ce que c'est que les odds ratios? C'est un mot compliqué pour dire que c'est le rapport des chances des deux catégories qu'on va prendre, ici les ouvriers et les cadres, d'accéder aux bonnes situations plutôt qu'aux mauvaises. Exemple, je veux savoir quelles sont les probabilités qu'un fils de cadre ait une meilleure position que le fils d'un ouvrier. Donc je prends les probabilités pour que le fils de cadre devienne lui-même cadre. Et je le divise par les probabilités pour que le fils de cadre devienne ouvrier. Ça, c'est le premier des rapports. Et c'est le rapport des rapports, c'est-à-dire je divise par les probabilités qu'un fils d'ouvrier a de devenir cadre et les probabilités qu'un fils d'ouvrier devienne ouvrier. Et ça va me donner une réponse. Pour que la société soit totalement fluide, il faudrait que ce rapport des rapports soit égal à 1, ce qui, en France, n'est pas du tout le cas. Voyons par exemple ce qui se passe pour l'avenir professionnel des fils de cadres. Alors si je lis ici, quel est l'avenir professionnel des fils de cadres? Si je compare l'avenir professionnel des fils de cadres à un fils d'ouvrier, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que en 1977, le fils de cadre avait 74% de chances d'avoir une position sociale supérieure à celle d'un fils d'ouvrier. En 93, il a 73%, c'est-à-dire que finalement, il y a une petite fluidité en plus. Et puis, qu'est-ce que je remarque en 2003? En 2003, ça va plus mal. C'est-à-dire que cette fois-ci, le fils de cadre, il a 78% de chances d'avoir une position supérieure à celle du fils d'ouvrier. Donc, on voit que les inégalités sont devenues plus importantes et que finalement, un fils de cadre a fort peu de chances de se retrouver en position sociale inférieure à celle d'un fils d'ouvrier. Je peux comparer évidemment l'avenir professionnel du fils de cadre par rapport à un fils d'employé. Dans ce cas-là, je vois qu'en 1977, le fils de cadre avait 68% de chances de se retrouver avec une position sociale supérieure à celle d'un fils d'employé. Et je m'aperçois qu'en fait, quand on arrive en 2003, c'est 73%. Autrement dit, là encore, eh bien, il a plus de chances de rester dans une bonne position que le fils d'employé. Si je prends par rapport à une personne de profession intermédiaire, je m'aperçois que les chances là sont quand même meilleures, c'est-à-dire qu'en 77, 64%, le fils de cadre avait 64% de chances de se retrouver dans une position sociale supérieure à celle d'un fils de profession intermédiaire. En 93, c'était 62%. Et en 2003, c'est 67%. Donc là encore, les écarts se multiplient, la société est moins fluide qu'avant. Donc la société elle a été le plus fluide en 93 et le moins fluide en 2003. Donc ça pose des problèmes parce que l'idéal c'est la fluidité.